Mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, vous vous rappelez que le dernier entretien que nous avons eu avec Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris et président de l'association congolaise de refus de crimes et des injustices, avait porté sur les deux plaintes qu'il avait déposées contre Denis Sassou Nguesso et ses complices pour haute trahison, crimes de masse et crimes contre l'humanité. Des plaintes relatives aux événements du 4 mars 2012, notamment les explosions des casernes de Mpila. Après publication de cette émission, plusieurs réactions des familles victimes sont parvenues. C'est ainsi que nous avons jugé opportun à recevoir de nouveau sur notre plateau Maître Amédée Nganga pour tenter de donner les réponses à ces préoccupations, notamment la procédure à suivre pour déposer finalement plainte en bonne et due forme contre les présumés auteurs de ce drame. Moi, c'est Christian Perrin. Merci et bienvenue à tous les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre sur TLR TV pour suivre Droit de savoir. Bonjour, Maître Amédée Nganga. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous? En tout cas, je me porte bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Il en est ainsi pour moi, Monsieur Perrin. Merci beaucoup. Merci aussi de la disponibilité dont vous faites montre toutes les fois que nous vous avons invité. Vous répondez présent et pour cela, nous vous disons un grand merci et bienvenue sur notre plateau. Alors, Maître Amédée Nganga, nous avons ici même sur ce plateau parlé des plaintes que vous avez déposées contre Denis Sassou Nguesso. Lorsque nous avons diffusé, sinon publié cette émission, il nous est parvenu plusieurs réactions, notamment des familles victimes de ce drame. Mais 9 ans après, est-il encore possible de déposer des plaintes contre les présumés auteurs de ce drame du 4 mars 2012? Monsieur Perrin, merci beaucoup de la question posée. Celle-ci n'a de sens que si un procès déjà contre les explosions de Mpila avait eu lieu contre les auteurs de cet acte. Or, je puis vous dire qu'aucun procès à ce jour n'a eu lieu contre les auteurs des explosions de Mpila. Même pas une ouverture d'information judiciaire. Aucune ouverture d'information à ce jour, Monsieur Perrin, aucune ouverture d'information, et pour cause, je m'en irai vous en expliquer si vous le permettez, pour je dire… Je vous en prie, maître, allez-y. Pour expliquer aux familles que, bien entendu, que les explosions de Mpila, je le répète, n'ont jamais eu lieu à ce jour, mais que le procès dont ils ont entendu parler, c'était le procès utilisé par M. Sassou pour régler les comptes contre M. Nsourou en utilisant abusivement l'institution judiciaire afin d'arriver à ses buts, c'est-à-dire assassiner un témoin gênant dans l'affaire du beach. Mais voilà, je vous ai entendu dire, pour vous, à ce jour, les événements, donc le 4 mars 2012, les événements de Mpila n'ont jamais eu lieu. Là, c'est juridiquement parlant ou bien vous… Non, mais juridiquement parlant, Monsieur Perrin, dans une forme de fiction juridique, les faits du 4 mars n'ont jamais eu lieu et pour cause, aucune information judiciaire n'a été ouverte, mais en plus, aucune plainte avec constitution de partie civile n'avait été déposée entre les mains du doyen des juges. Et donc, vous disiez, les procès que nous avons suivis sur cette affaire portent sur toute autre chose. Ah, ils portent sur toute autre chose. Ils portent sur le colonel Nsourou, dont M. Sassou voulait s'évincer, et donc à lui a donné la mort, mais en utilisant les instruments de la justice et en faisant croire que les événements du 4 mars étaient l'objet du procès par lequel il a pensé poursuivre, ou du moins exposer le colonel Nsourou comme étant l'auteur des explosions de Mpila. Ce qui n'en est pas le cas.
En réalité, et je le répète, il s'agissait simplement pour M. Sassou, pour M. Sassou d'user de l'instrument ou de l'institution judiciaire afin de régler ses comptes au colonel Nsourou, puisque cette institution est un pilier pour lui afin de régler les comptes à ses opposants ou aux témoins gênants, mais en faisant en sorte que la responsabilité de ces actes soit l'effet de magistrats, c'est-à-dire de la justice. Et lui, en ce moment-là, il s'en débarrasse et donc l'acte de juger devient l'acte des magistrats jusqu'à ce que M. Nsourou ait pu trouver la mort. Donc, de ce point de vue, il faut que les victimes des explosions de Mpila, dans l'exposé que je m'en vais vous faire tout à l'heure, il leur appartient de savoir, et je donne là l'information, que de la même façon, vous m'en excuserez, de la même façon que le procès Marien Ngouabi n'a jamais eu lieu, faute d'enquête, de la même façon, les explosions de Mpila n'ont jamais donné lieu à un procès, faute d'enquête. Donc, vous verrez le parallélisme de ce criminel qui revient toujours au lieu du crime. Même mode opératoire. Mais je m'en irai vous expliquer cela. Monsieur Perrin, si vous le permettez. Je vous en prie. Les casernes de Mpila, à un certain moment, avec l'arrivée d'une population dense dans ce quartier, faisaient montrer et faisaient présager qu'au cas où les munitions qui sont dans ces casernes venaient à exploser, ça serait une catastrophe. Et donc, un budget avait été, j'allais dire, un budget avait été voté pour déplacer les casernes, ou du moins les soutes à munitions qui se trouvaient donc dans la partie Mpila, partie extrêmement peuplée, et vous le savez, monsieur Perrin. Évidemment, pendant que vous parlez de cela, nous savons que 100 milliards avaient été décaissés pour déplacer, en fait, délocaliser ces casernes hors de la ville de Brazzaville. J'y reviendrai avec une question. Alors, donc, vous pouvez continuer. Donc, voilà. Donc, l'argent était sorti et vous demanderez à M. Sassou, les victimes des populations des quartiers nord demanderont à M. Sassou quelle était l'entreprise qui avait l'expertise nécessaire pour la construction des soutes à munitions qui avait gagné ce marché. Est-ce que M. Sassou s'en est même inquiété de savoir finalement, M. Perrin, et là je vous donne cette information, la soute à munitions qui avait été construite hors de Brazzaville, hein, là où va souvent s'entraîner l'armée congolaise dans les forêts vers la partie nord, dépassant Talangaï, eh bien, cette soute, par exemple, s'était effondrée et l'argent était sorti. Demandez à M. Sassou où est-ce qu'est parti cet argent, alors qu'il est le chef hiérarchique de ces casernes de Mpila. Aucune entreprise ayant l'expertise nécessaire pour la construction de ces soutes n'avait été admise pour pouvoir éventuellement construire. Ce qui montre bien, monsieur Perrin, déjà une certaine négligence puisque l'argent est sorti, mais les soutes n'ont jamais été construites. Mais je m'en irai encore plus loin, monsieur Perrin. Un mois ou 2 mois, mais je crois que c'est 1 mois avant, le général Dabira, je le reprécise avec force, le général Dabira avait fait une descente dans les casernes de Mpila. Il avait stigmatisé le fait que les dispositions des munitions accompagnées des TNT, des entreprises privées qui exploitent les carrières dans la partie sud du Congo, de Brazzaville, venaient déposer leur TNT dans les mêmes soutes. Donc, il y a des entreprises privées qui ont déposé des dynamites dans les mêmes soutes. Allez-y poser la question à M. Sassou, à qui appartenaient ou à qui appartiennent ces entreprises. Et du rapport de M. Dabira, du général Dabira, M. Perrin, il en est ressorti ceci, en résumé, si dans les plus brefs délais, aucune diligence n'est faite pour déplacer ces munitions, nous ne sommes pas ou ne serons pas à l'abri d'un accident, c'est-à-dire d'une explosion. Monsieur Perrin, il faut que les populations du nord de Brazzaville entendent bien ce que je dis. Le général Dabira
avait bien fait un rapport qui était arrivé sur la table de M. Sassou, dans lequel l'inspecteur général d'Abira donc, avait expressément indiqué et attiré l'attention que si nous ne prenons garde, telles que ces munitions sont disposées, on n'est pas à l'abri d'un accident et d'une exposition et d'une explosion de ces casernes. Je crois que quand j'ai contrôlé les camions à l'époque, j'avais déjà alerté le commandement en disant que tel que les choses étaient stockées, je crois qu'il y avait lieu de regarder et de mieux faire, de prendre un certain nombre de dispositions. Et ce rapport, vous l'avez adressé à qui? À qui de droit? C'est-à-dire? Au ministre de la Défense et copie de l'état-major général. Est-ce qu'à la suite de votre rapport, une réunion du haut commandement a-t-elle été convoquée? À la suite de mon rapport, une réunion du haut commandement a été convoquée. J'ai planché devant le haut commandement pour expliquer la situation. Et le haut commandement se devait de prendre des décisions à ce niveau. Les décisions avaient été prises, mais jusqu'au 4 mars, elles n'étaient pas encore totalement exécutées. Et votre rapport remonte à quelle année? 2008. 2008? 2008 en effet, 2009 aussi en effet. Et l'année avant le 4 mars, quelques 2 mois avant, j'ai refait une dernière visite et j'ai alerté le ministre de la Défense. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement épinglé dans votre rapport? C'était tout le système qu'il fallait revoir, tout le système de stockage. Il fallait revoir comment est-ce que on pouvait faire pour que les choses soient mieux gardées. Est-ce qu'en votre qualité d'inspecteur général des forces armées congolaises, vous aviez d'informations selon lesquelles certaines sociétés privées de la place entreposaient des explosifs? Il ne s'agit pas d'informations. J'avais constaté et décrié le fait qu'il n'était pas normal que l'on puisse mettre ce genre d'instruments à côté de ce qui était incompatible. Disons que chez nous dans l'armée, on ne peut pas mettre les obus à côté même des armes qui utilisent les obus. On a fait de telle sorte que les obus sont stockés ailleurs, et puis les canons ailleurs. Et donc, il y a une certaine nomenclature, une certaine vision des stocks. Les spécialistes savent, et j'avais dit qu'il fallait revoir les choses à ce niveau, et je crois que ça a été au départ quelque peu appliqué, mais les choses allant leur sinon, on est arrivé très vite au 4 mars, et puis voilà. Est-ce qu'au cours des réunions du haut commandement, vous avez évoqué la dangerosité justement de ce stockage? Je l'ai déjà dit, je vais vous le dire. Vous l'avez dit au cours d'une réunion du haut commandement? Non, le ministre de la Défense a réuni le commandement pour statuer sur le rapport que j'avais déjà écrit. Et dans ce rapport, vous mentionnez justement... Absolument tout. Je disais comment faut-il faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit garder l'armement, qu'est-ce qu'il faut prendre. Voilà, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire. Ce rapport n'avait pas été pris finalement en considération et les 100 milliards qui avaient été décaissés 2 ans bien avant pour délocaliser évidemment ces dépôts, on ne sait pas où sont partis ces milliards. Voilà, finalement, les explosions auront lieu. Alors, 9 ans après, s'il faut porter plainte, contre qui doit-on porter plainte? Très bonne question, parce que là-dedans, il y a déjà un précédent. Naturellement. Pour revenir rapidement à l'inspecteur d'Abira, je me pose la question si ce rapport, plus un autre fait, n'ont pas été à l'origine de ce qu'il vit aujourd'hui, c'est-à-dire un témoin aussi bien pour les explosions de Mpila que pour l'affaire du beach dont Dabira et colonel Nsuru
se sont déplacés pour aller voir M. Sassou, lui dire qu'il est en train de faire exécuter les personnes, donc les individus, qui sont en train de traverser au beach et que cela est très dangereux. On n'est pas à l'abri des poursuites pour crimes contre l'humanité. La réponse de M. Sassou à M. Dabira, au général Dabira et le colonel Nsourou, ça ne vous regarde pas. Voilà la réponse donnée par M. Sassou. Donc, ce que vit M. le général Dabira n'est pas loin dans la conjugaison aussi bien du rapport qui a donné lieu aux explosions de Mpila et l'affaire du beach. Mais maintenant, venons-en à la question de la plainte. Je dois préciser, M. Perrin, si vous le permettez, les deux plaintes pour lesquelles vous m'avez interrogé la dernière fois concernent des plaintes que le colonel Nsourou a déposées contre M. Sassou et ses complices. Parce que M. Sassou, président de la République, soi-disant, chef de tribu en réalité, avait mis en place une commission d'enquête alors qu'en tant que président de la République ou chef de tribu, il ne dispose d'aucun pouvoir accusateur. Et le pouvoir de poursuite et d'accusation relève exclusivement du parquet de la République. Il n'y a que le procureur, accompagné de ses OPJ, peut susciter des enquêtes judiciaires, policières et judiciaires, sous son contrôle avec les OPJ, pour ensuite éventuellement saisir ou le tribunal ou le doyen de juge pour ouvrir une information judiciaire. Mais si le parquet a ce pouvoir, j'allais dire exclusif, il peut être contourné par un autre pouvoir, la constitution, donc la plainte avec constitution de partie civile des victimes qui peuvent saisir directement le doyen des juges. Voilà à peu près l'ossature de ce que constituent les éléments de l'accusation ou du moins la poursuite et l'ouverture d'informations lorsqu'a été constaté un délit ou un crime. Donc voilà, M. Perrin, que M. Sassou, ayant finalement, par sa méthode, mis en place une commission, donc brouiller les pistes afin d'accuser le colonel Nsourou comme étant l'auteur des explosions de Mpila, alors que le parquet de la République et le tribunal n'ont jamais été saisis de quelque façon que ce soit. Alors, mais maître, s'il vous plaît, maintenant qu'il s'agit de déposer une plainte avec constitution, bien sûr, de partie civile, contre qui exactement? Ben, alors, aujourd'hui, toutes les victimes, je dis bien toutes les victimes des explosions de Mpila, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent obtenir réparation de ce qu'ils ont perdu, aussi bien en vie humaine qu'en biens meubles ou immeubles, que s'ils saisissent les tribunaux, faute pour le parquet de la République le 4 mars d'avoir ouvert une information ou des OPJ de s'être déplacés sur les lieux afin de faire des constats et des constatations qui devaient amener le parquet de la République d'être appelé sur les lieux et éventuellement le doyen des juges, afin que s'ouvre immédiatement l'information judiciaire et donc les poursuites qui devaient être dirigées contre X dans un premier temps. Et donc actuellement, puisque les victimes savent désormais qu'une plainte a été déposée contre Sassou, donc tous doivent prendre tous les avocats du Congo, demander les services de ces avocats-là du Congo, parce qu'ils sont nombreux, j'allais dire les victimes, pour constituer, pour mettre en place, rédiger leur plainte avec constitution de partie civile pour déposer devant le doyen des juges pour assassinat, coups et blessures volontaires, destruction des biens privés de propriété privée. Voilà. Mais maître, une plainte avec constitution de partie civile, aujourd'hui, comme je l'ai dit d'ailleurs, 9 ans après, finalement, la zone a été reconstruite et qu'aucun OPJ n'est allé sur le terrain pour faire l'enquête, pour constater.
comment cela peut se passer? Alors, très bonne question, Monsieur Perrin. Vous parlez là finalement des difficultés qui pourraient résulter des plaintes. Mais avant cela, il faut que tout de même que les victimes, dans un premier temps, et c'est nécessaire, les victimes doivent d'abord tous aller déposer leur plainte avec constitution de partie civile, quel que soit le temps qui a pu passer. Il faut dire que le criminel ne peut pas prescrire. Donc, le temps aujourd'hui n'est pas défavorable, du moins dans le dépôt de la plainte ou des plaintes, j'allais dire, des plaintes avec constitution de partie civile. Alors, dans un premier temps, il faut que les populations victimes du Nord doivent savoir que la justice n'a pas fait son travail, ce qui est donc constitutif d'une faute très grave. Et ils doivent d'abord aller voir ces magistrats-là, leur demander pourquoi le 4 mars, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et pourquoi ils ont accepté une procédure menée par Sassou alors que celui-ci ne dispose d'aucun pouvoir d'accusation et qu'il n'est pas OPJ et non plus qu'il n'est pas procureur. Comment est-il possible que la justice ait pu accepter que Sassou leur désigna comme coupable le colonel Nsou? Et donc, ces personnes-là qu'il faut déjà aller voir, les populations du Nord. Il s'agit de qui déjà, ces personnes-là? Qui étaient là en ce temps-là? Les populations doivent se rendre tour à tour, je dis bien tour à tour. Un, Essami Ngate, procureur de la République au jour des faits, il ne s'est jamais déplacé sur les lieux pour constater avec les OPJ ce qui s'était passé et ouvrir éventuellement une enquête qui l'aurait amené de saisir le doyen de juge. Le doyen de juge non plus, alors que les faits étaient suffisamment graves, ne s'est jamais déplacé. Et c'est M. Oko Ngakala. Ils doivent aller voir tous ces gens-là. Oko Ngakala et Sami Ngate. Voilà les deux personnes sur qui devrait être déclenchée la procédure qui aurait amené l'ouverture d'enquête contre X et permettre donc aux sinistrés de se constituer partie civile à la suite de l'information judiciaire ouverte par le doyen des juges, soit à partir de la procédure de flagrant délit, mais procédure de flagrant délit qui tout de même se serait transformée en ouverture d'enquête puisque les dégâts étaient tellement énormes que la procédure de flagrant délit n'aurait pas répondu à l'examen de ces faits. Donc là, nous avons Essami Ngate, Oko Ngakala. Oui. Ensuite, devant la cour d'appel, qui doivent contrôler tout ça, nous avions à l'époque Mukala Mukoko, procureur général, Apes Émile, premier président près la cour d'appel. Ils doivent, toutes ces populations-là, les victimes doivent se rendre à leur domicile pour demander tout ce que je suis en train de dire. Ensuite, devant la Cour suprême, vous aviez Akira, procureur général près la Cour d'appel. Vous aviez Bouka et Lenga Placide, malheureusement, aujourd'hui mort, donc on ne peut pas le poursuivre. Mais il y avait Bouka. Donc, voilà l'institution judiciaire qui a fait main basse sur les victimes qui n'ont pas pu être entendues à ce jour. Mais ensuite, vous avez... Monsieur... Allez-y. Oui, je disais après la partie judiciaire, en fait, ces acteurs que vous venez de citer, est-ce que pour autant on va poursuivre aussi ceux qui ont empêché la justice de faire son travail, notamment ceux qui avaient déclenché une enquête, disons, parallèle? Exactement, oui, tout ce monde-là. Donc la commission d'enquête. Donc il n'y a pas que Mukala Mukoko Apes pour la cour d'appel, mais il y a aussi Bailly Mathurin qui a fait un procès avec Mukala Mukoko alors qu'aucun texte n'existait. Donc il faudrait que les populations aujourd'hui, je leur donne véritablement les acteurs complices du système de Sassou pour qu'ils comprennent véritablement comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, l'enquête parallèle dont vous parlez, c'est la commission d'enquête. Commission d'enquête dont Sassou était le président. Donc, il s'agira aussi d'aller chez le général Obara, lui poser la question en quelle qualité lui pouvait être président d'une commission d'enquête alors que le parquet de la République ainsi que
le doyen des juges n'avait ouvert aucune enquête judiciaire et qu'aucune commission rogatoire n'était adressée à aucun OPJ. Il s'agira donc aussi de voir Ndengue, puisqu'il était le directeur de la police, poser la question à ce général. Est-ce que lors des explosions d'Mpila, quelque temps après, s'est-il rendu sur les lieux en tant qu'OPJ? A-t-il appelé le parquet? A-t-il appelé le doyen des juges? Donc, voilà les personnes qu'il faudra aller voir. Donc, Obara, Ndengue, Gideon et Sassou, évidemment. Posez la question à Sassou, en tant que président de la République, a-t-il le droit de mener des enquêtes alors que le principe simple, sacro-saint de la séparation de pouvoir lui aurait abstenu de le faire? Mais ce n'est pas de sa faute, M. Perrin. C'est le criminel qui revient toujours au lieu du crime. Les commissions d'enquête, rappelez-vous, pour la mort, l'assassinat de Marien Ngouabi, il en a fait état, c'est la même chose. Mais pour revenir à votre question, qui est celle finalement de savoir, une fois que les plaintes sont déposées, quelles sont les difficultés qui se présenteraient aux plaignants? Si j'ai bien compris votre question. Naturellement. Monsieur Perrin, voilà ce qui va se passer. Les plaintes vont être déposées, elles seront recevables. Et comme j'ai dit, il faudrait prendre tous les avocats du Congo pour les faire travailler là-dessus. Toutes les victimes ne doivent pas aller seules devant le tribunal. Ils doivent être munis de leurs avocats. Ils doivent être accompagnés de leurs avocats. Et ça sera, je crois, l'un des procès le plus important que le Congo n'ait jamais eu. Et donc, aujourd'hui, les populations du Nord, je répète, les victimes des explosions de Mpila doivent aller déposer des plaintes accompagnées de leurs avocats, des plaintes avec conscience de participer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, monsieur Perrin? Et c'est une très bonne question. Aujourd'hui, la scène du crime, puisque les crimes ont été imputés à M. Sassou, est-ce que la scène du crime est restée telle qu'elle est lorsque les explosions ont eu lieu? Non, on a reconstruit dans la zone. Ah, M. Perrin, vous me donnez l'information. Donc, ce qui veut dire que la scène du crime, donc des explosions de Mpila, a perdu la physionomie et la photographie qu'elle devait avoir jusqu'aujourd'hui, puisqu'aucune enquête n'avait été menée. Pourquoi est-ce qu'on a construit sur ces lieux-là? Vous savez ce que ça veut dire? Ça signifie la destruction des preuves. Maintenant, qui a donné l'ordre pour aller construire sur ces lieux-là? Et donc, qui a fait disparaître les preuves de la scène du crime? Et celui-là aussi peut être poursuivi pour obstruction à la liberté, sûr, à la vérité plutôt. Mais bien sûr, M. Perrin, la scène du crime a été modifiée. Mais par qui? Donc, les victimes des explosions de Mpila devront aussi vérifier qui a fait en sorte que la scène du crime ait été modifiée. Mais plus encore, s'il y a eu des constructions telles que vous le dites, M. Perrin, ça veut dire que ceux qui avaient leurs biens immeubles et meubles éventuellement, et ceux qui sont morts, il est impossible de poursuivre ces plaintes au moyen des enquêtes, puisque les OPJ qui vont être désignés vont faire l'enquête sur quoi? Est-ce que vous voyez? Donc, parce que la scène du crime a disparu. Donc, les plaintes vont être recevables. On va désigner par commission rogatoire éventuellement des OPJ, mais des OPJ qui vont aller où? La scène du crime n'existe plus. Est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement, ils ont reconstruit la zone juste une manière de brouiller les pistes, de brouiller les traces, d'effacer en fait les traces, c'est cela? Mais c'est exactement ça lorsque je parle de la modification de la scène du crime, c'est effectivement ça. C'est pour brouiller les pistes. Vous voyez? Mais mieux encore, ces constructions-là correspondent donc à une expropriation illégale des victimes des biens immeubles qui ont été détruits. Donc, vous voyez comment Sassou, contre sa propre population, soi-disant la population du Nord, non seulement il les tue, il les exproprie, il fait disparaître la scène du crime. De sorte que ces populations-là, eh bien, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils vont
revendiquez quoi, monsieur Perrin, désormais? Mais maître, pendant que vous dites que vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont revendiquer, et on se souviendra que finalement, ces familles des victimes avaient reçu quand même de l'argent de la part du gouvernement congolais. Est-ce que ce n'était pas là un dédommagement, c'est-à-dire Non, réparation monsieur du préjudice? non, monsieur N'est-ce pas Perrin. là? C'était Non, pas une monsieur Perrin. réparation de préjudice? Non, monsieur Perrin, ce n'est pas possible, parce que le préjudice ne doit être évalué que devant les tribunaux. Comment voulez-vous que des gens qui n'ont pas saisi le tribunal, qui n'ont donc pas montré de quoi était constitué de leur préjudice, vont être indemnisés? L'argent qu'on leur avait donné au départ, c'était ce que l'on appelle l'aide d'urgence. OK? C'est l'aide d'urgence, donc il n'a rien à voir avec l'indemnisation. Donc, vous voyez bien que M. Sassou, qui prétend qu'il aime les populations du Nord, qu'il en serait le garant, mais que par le même mensonge qu'il utilise pour aller tuer les populations au sud, il utilise le même mensonge pour tuer les populations du Nord, les exproprier et les rendre dans l'impossibilité éventuellement d'être dédommagés. Parce que les plaintes dont il s'agit, M. Perrin, c'est deux types de plaintes. Plainte pour assassinat et plainte pour destruction des propriétés privées. Permettez-moi de vous rappeler tout de même que la Constitution de 92 garantissait la propriété. La Constitution de 2002, puisque nous étions régis par cette Constitution, garantissait aussi la propriété. Celle de 2015, n'en parlons pas. Monsieur Sassou fait comment pour garantir la propriété des populations dont il prétend assurer la protection? Donc, de deux choses l'une, monsieur Perrin. Est-ce que nous ne sommes pas dans la situation, et comme vous parlez du temps, c'est tellement bien dit, est-ce que nous ne sommes pas dans la situation du ciel qui ne tombera pas? Il peut tuer les populations du Nord, leur priver de propriété, leur priver de dédommagement. Est-ce que le ciel va tomber? Monsieur Perrin, ça serait une très bonne question à poser aux populations du Nord qui ne jurent que par ce minable criminel de Sassou. Et je leur fais la démonstration, et je l'ai toujours dit, qu'ils ne les aiment pas. Sassou ne les aime pas, mais ils sont otages de la contrepartie qu'il leur donne pour oublier les crimes qu'il commet contre eux, notamment l'argent. Leur conscience aujourd'hui est corrompue au point d'oublier que Sassou les tue. Nous savons également que la loi, finalement, n'a pas d'effet rétroactif. Mais il se trouve que dans la Constitution de 2015, il y a l'article 96 qui protège finalement le président de la République une fois qu'il quitte ses fonctions, donc ne peut pas être poursuivi. Est-ce que on peut craindre que finalement, si Denis Sassou Nguesso n'est plus au pouvoir, qu'il ne soit plus poursuivable pour ces faits, les faits dont on parle aujourd'hui sur les explosions de Pilat? Est-ce que vous pensez sérieusement que un criminel peut s'auto-protéger contre les crimes qu'il commet? Vous pensez que c'est sérieux? Je ne sais pas qui a donné cette information, qui a conseillé ce minable criminel qui court depuis 40 ans, qu'il pense qu'il peut être sauvé de la vindicte populaire à partir des crimes qu'il a eu à commettre depuis l'assassinat de Marien Ngouabi jusqu'à nos jours. Non, monsieur Perrin, ne prenez pas ça au sérieux. Ce monsieur devra être jugé. Parce que s'il est un président de la République, dites-moi, monsieur Perrin, est-ce qu'un président de la République s'est fait pour tuer? Posez la question à Sassou. S'il est président de la République, posez-lui la question. Est-ce qu'il est président avec pour objectif de tuer? C'est ça, être président de la République? Donc, monsieur Perrin, pour aller un peu plus loin, vous voyez donc que les populations du Nord doivent maintenant se poser la question de savoir, mais si par le même mensonge, il tue les populations du Sud, par les mêmes mensonges, il tue les populations du Nord, l'ennemi commun des victimes du Nord et du Sud, c'est qui? Alors que vous parlez de déposer plainte, maître, j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous pensez que ces plaintes peuvent aboutir pendant que l'appareil judiciaire, j'allais dire, la justice congolaise est encore acquise à Denis Sassou Nguesso? Je pense que c'est le moment plus que jamais, les populations du Nord, de toucher du doigt ce qu'est la justice et ce que le système Sassou. Si jusque-là, ils avaient des doutes, je les amène véritablement à aller toucher du doigt et de constater que Maître Ganga ne ment pas. Donc, les populations du Nord vont faire quoi?
Vont-ils considérer à regarder, vont-ils continuer à regarder que leur ennemi véritablement, c'est les populations du Sud, ou bien leur ennemi, c'est Sassou, qui les tue aussi bien au moyen des mêmes mensonges? Parce que là, M. Perrin, il les a tués. Il les a tués 2 fois. Non seulement il y a eu des explosions, mais il les a expropriés encore. Vous voyez? Mais c'est la même chose que les populations du Sud vivent. Maintenant, ils doivent faire montre de patriotisme. Ils doivent aller déposer des plaintes. On doit savoir si les populations du Nord aujourd'hui peuvent déposer plainte au lieu de regarder le Sud comme étant leur ennemi. Leur ennemi, ce n'est pas le Sud. Leur ennemi, c'est M. Sassou qui tue à volonté. Qui tue à volonté. Et donc, les populations du Nord et les populations du Sud doivent désormais se regarder. Ils ont pour ennemi commun M. Sassou. Et comme qui dirait, les populations du Nord et du Sud doivent se regarder comme étant 2 souris, mais qui sont mangées par le même chat. Monsieur Perrin. Finalement, que ce soit le Sud ou le Nord, en fait, ils n'ont pas de problème. Le problème est ailleurs et le problème est incarné par quelqu'un. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Eh oui, Monsieur Perrin. Je voudrais que les populations du Sud ne considèrent pas les populations du Nord comme étant leur ennemi. Et que les populations du Nord ne regardent pas le Sud comme étant leur ennemi. Mais ils sont prisonniers de leur propre haine. Parce que je vais vous donner un autre exemple, Monsieur Perrin. Monsieur Sassou a fait tuer, pour les explosions de Mpila, a fait tuer le colonel Nsourou. Donc, les Téké vont rentrer en conflit maintenant avec les Moshi. Mais parce que Monsieur Sassou est celui qui gère les haines interethniques pour se faire le perchoir de ce qui fait de lui ce qu'il est, c'est-à-dire un minable criminel. Et je ne comprends pas que les cadres du Nord et les cadres du Sud puissent être aux côtés de ce monsieur. Et vous avez dans ce gouvernement, soi-disant même des agrégés, des docteurs en droit, des docteurs en ceci, et qui se passent pour des gens intelligents, alors qu'ils sont dirigés, ils sont derrière un criminel de la pire espèce. Maître Bédéganga, au-delà de ce que la scène du crime a été finalement modifiée, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Donc, ça veut dire que les familles des victimes de ces événements perdront tout, finalement. Ils peuvent rien espérer. S'ils doivent tout perdre, c'est du fait de Sassou. Hein. Mais je les invite de déposer ces plaintes-là parce que la République que nous appelons de nos voeux, notamment avec le retour de 92, qui est éminent, ne pourra réparer ces préjudices que si ces plaintes ont été déposées. Autrement, la République ne les reconnaîtra pas comme étant des victimes de quelconque explosion. Et ce qui m'amène à vous dire, M. Perrin, c'est que les explosions de Mpila n'auront jamais existé si jamais des plaintes ne sont pas déposées. Voilà. De la même façon que Marien Gouabi n'est pas mort, puisqu'aucune enquête n'a jamais été menée. De la même façon que les explosions de Mpila n'existeront pas, puisqu'aucune plainte n'a été déposée. Donc voilà, cela veut dire que les familles de victimes de ces événements doivent nécessairement déposer des plaintes maintenant. Et sinon, après Sassou Nguesso, ça n'aura pas de valeur, et il ne leur sera pas reconnu. Eh oui, bien sûr. Ce statut. Bien sûr. Bien sûr. Et je répète, ils ont intérêt à aller déposer les plaintes. S'ils ne le font pas, je le répète, la République ne les prendra pas en compte et ils ne pourront pas dire qu'on a ignoré leur situation. Donc, ils ont l'obligation morale. Autrement, eh bien, eux-mêmes, donc, ils sont complices des explosions de Mpila. Eh oui. Mais donc, ils doivent déposer plainte. Okay? Alors, merci. Nous sommes donc... Ils doivent s'en prendre qu'à M. Sassou. Ils doivent s'en prendre à M. Sassou. C'est lui qui est l'auteur de ces... Et la preuve, c'est que des plaintes ont déjà été déposées contre M. Sassou. Donc, il leur suffit simplement de déposer plainte avec conscience de partie civile, de dire déjà qu'il y a des plaintes qui sont dépendantes devant les juridictions congolaises et notamment devant le Parlement, qui ne sont pas des plaintes, qui ne sont pas pour aujourd'hui formeuses. Donc, ils doivent déposer les plaintes. Et je vous dirais, M. Perrin, c'est la première étape pour montrer que les populations du Sud vivent exactement la même chose que eux vivent. À cette différence près, c'est que Sassou les corrompt pour qu'ils ignorent
qu'il commet des crimes sur eux. Nous sommes embarqués tous dans le même bateau avec pour ennemi commun M. Sassou avec la bande des complices. Et je pense que les populations du Nord aujourd'hui peuvent le voir ouvertement. Et je redis, pour aller plus loin, M. Perrin, je dirais ceci. S'il y a des cadres du Nord, les cadres du Sud, qui sont des supporters de Sassou, criminels, s'ils veulent contester ce que je dis, je les invite tous à m'affronter. Qu'ils viennent dire que Maître Ganga ment dans ce que je dis. Mais je souhaite que les populations du Nord extirpent leur haine contre les populations du Sud et vice-versa, les populations du Sud n'auront pas pour ennemis les populations du Nord. Comment voulez-vous des peuples qui ont toujours vécu ensemble? Par le mensonge, la manipulation d'un minable personnage comme Sassou, des populations font honneur à cet individu de se battre entre eux au profit de qui? D'un criminel comme Sassou. En plus, M. Sassou, c'est un néo-nazi. Il travaille pour la France-Afrique. Donc, nos populations du Nord et du Sud, nous sommes à la merci d'un étranger qui travaille contre nos propres intérêts, contre nos propres populations. Non. Je redis encore, peuple du Nord, ressaisissez-vous. La haine que vous portez vous emprisonne parce que c'est Sassou qui manipule. Et j'irai plus loin. La même haine a été construite lorsque Sassou tue un Kouyou, Marien Gwabi. Il fait cette responsabilité, rejette cette responsabilité sur les Bakongo. Donc, Monsieur Sassou, Monsieur Perrin, si vous me le permettez, a mis la planche de la haine, lui sert de perchoir. Donc, imaginez que les populations du Nord, les populations du Sud, intègrent à la place ou remplacent à la place de la haine, l'amour. Qui va tomber d'après vous? C'est bien Sassou Nguesso qui va tomber. Merci Maître Amédée Ganga. Malheureusement, le temps qui nous était imparti touche à sa fin et c'est par là que nous allons donc mettre fin à notre émission aujourd'hui. Probablement que nous reviendrons toujours vers vous pour d'autres occasions et le plateau est toujours libre. Vous reviendrez comme vous le souhaiterez. Et je pense que les familles des victimes du drame le 4 mars 2012 vous ont bien suivi et bien compris comment procéder. La balle est désormais dans leur camp. Quant à vous, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci d'avoir choisi TLR TV et merci du temps que vous avez consacré à nous suivre. Restez toujours branchés sur TLR TV. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci.